grand-chose en 24 heures, mais il y a quand même eu quelques nouvelles. Et Arnaud, notamment sur le plan économique, je crois qu'on a au moins une bonne nouvelle en ce qui concerne la Banque centrale de Russie. Donc, si tu veux bien nous en parler. Oui, il y a en effet plusieurs nouvelles relatives à l'activité de la Banque centrale de Russie. La principale et peut-être la plus inattendue, c'est la reconduction annoncée ce matin de Madame Nabioulina à la tête de l'institution. En tout cas, sa candidature a été avancée, a été proposée par le Kremlin. Après, peut-être un peu de flottement. En tout cas, hier et avant-hier, ce n'était pas clair et le Kremlin s'était refusé à parler de ses intentions. Donc, c'est un signal intéressant. Sans doute, les autorités russes ont-elles voulu éviter de donner l'impression de panique ou en tout cas de rupture dans les approches macroéconomiques. Donc, Madame Nabioulina, dont le mandat arrivait à expiration en juin, sera reconduite pour 5 ans. Autre annonce de la Banque centrale aujourd'hui, le maintien du taux directeur à 20%. On se souvient qu'il avait été relevé de 9,5 à 20 à la fin du mois de février, donc pas de changement de ce point de vue-là. En revanche, la Banque centrale annonce que les activités de la bourse de Moscou vont reprendre progressivement, pas intégralement, mais progressivement, à partir de lundi prochain. Toujours dans le domaine économique, le quotidien Commerçante nous rapporte quelques tensions au sein de la Commission économique eurasiatique. Tensions autour de deux sujets. Premièrement, l'interdiction prise par la Russie d'exporter certaines matières premières et certaines technologies au sein même de l'Union économique eurasiatique jusqu'au 31 août. Ça fait grincer des dents. Et par ailleurs, il y a évidemment à la fois un impératif de solidarité, mais aussi, on comprend bien, pour certains pays qui ne sont pas frappés de sanctions, comme le Kazakhstan par exemple, un problème d'alignement sur la Russie et la Biélorussie. Le Kazakhstan craint évidemment de faire les frais indirectement des sanctions dont sont frappées la Russie et la Biélorussie. Enfin, toujours dans la presse russe d'aujourd'hui, on apprend qu'il y a une très forte demande, une demande plutôt en très forte hausse à Dubaï, de la part de clients russes qui souhaitent faire des investissements immobiliers. Quelques mots sur les événements politiques, un peu moins nombreux que d'habitude, mais pas insignifiants. Il y a un peu moins d'une heure, un concert, meeting au stade Loujniki à l'occasion du 8e anniversaire de l'annexion ou du rattachement, diront certains, de la Crimée à la Russie. Quelque chose de très organisé, comme d'habitude, avec en point d'orgue une intervention de Vladimir Poutine de quelques minutes qui a été interrompu. Le direct a été interrompu en raison d'un incident technique dont on n'est pas la nature. En tout cas, il a rappelé les motifs de l'intervention décidée le 24 février et il l'a rattaché euh, à sa décision de 2014. Donc, aucune inflexion dans le discours officiel, bien au contraire. Toujours dans le domaine politique et dans le prolongement de ce que j'ai évoqué hier et avant-hier, on a appris la démission de M. Dvorkovitch de son poste de président de la fondation Skolkovo. Il est vraisemblable qu'il quitte ou qu'il doive quitter la présidence du conseil de surveillance de Rosbank, le crédit agricole russe. On apprend par ailleurs par le Financial Times que 186 personnes feraient l'objet de poursuites aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle loi punissant, je cite, la divulgation de fausses nouvelles sur l'armée russe. Enfin, et dans un registre peut-être un peu plus léger, quoique, on apprend que la consommation d'anxiolytiques, de somnifères et d'antidépresseurs a beaucoup augmenté ces dernières semaines en Russie, ce qui fait écho d'ailleurs à un sondage du FTSIOM qu'on avait pris un peu à la légère et qui faisait état de 40% de Russes dormant mal depuis le 24 février. Et un autre quotidien, RBK, nous apprend qu'il y a une forte ruée des Russes sur les préservatifs dans les pharmacies et les supermarchés du pays. Comment l'expliques-tu, Arnaud? Pardon? Comment l'expliques-tu
Quel point précisément? Les somnifères ou les préservatifs? Le rôle sur les préservatifs. Oui, sur les préservatifs. On ne l'explique pas. Arnaud, On le constate. on a eu j'ai lu, peut-être l'as-tu lu aussi, que l'Ouzbékistan avait pris une position par rapport à la Russie sur l'Ukraine. Absolument. Il y a une déclaration qui tranche par rapport à celle des autres pays de la région. Alors, il faudrait retrouver le phrasé exact, mais enfin, c'était une position contre l'intervention militaire, en faveur de l'intégrité territoriale. Ce n'est pas anodin parce que l'Ouzbékistan et la Russie ont d'excellentes relations, et des relations qui se densifiaient et se densifient toujours, je pense, en réalité, depuis quelques années, depuis la disparition de l'ancien président Karimov. Donc, que ce soit dit de façon aussi claire et explicite, ce n'est pas rien. Ce qu'il faudrait savoir, et ce sera très difficile évidemment à savoir, c'est si le président ouzbek a parlé en son nom propre et seulement en son nom, ou s'il était en réalité porteur d'un message que d'autres, en particulier les Kazakhs, ne peuvent pas exprimer ouvertement après ce qui s'est passé au début de l'année. D'accord. Donc, c'est à suivre en tout cas la position ouzbek, surtout que les Russes sont des investisseurs extrêmement importants en Ouzbékistan aujourd'hui. Donc, c'est assez surprenant. Oui et non. Je pense que ça révèle un malaise de façon générale dans la région. Et les Ouzbeks sont peut-être les mieux placés pour l'exprimer. Je ne pense pas que cela signifie que la relation est compromise, encore une fois, que ce soit un changement d'orientation. Je pense que c'est précisément la proximité nouvelle et la grande confiance qui permet ce message très explicite. En tout cas, c'est mon interprétation. Merci Arnaud. Igor, sur un plan diplomatique, que s'est-il passé aujourd'hui? Entre hier et aujourd'hui? Pas grand-chose, hein, comme tu le disais en introduction. Il y a eu, du côté des négociations bilatérales, pour l'instant, c'est le silence à peu près absolu. Il n'y a pas spécialement d'informations qui fuitent sur l'état d'avancement de ces discussions. Du point de vue du processus bilatéraux en dehors de ces discussions russo-ukrainiennes, il y a eu beaucoup de coups de fil ces dernières 24 heures entre le président Macron et le président Zelensky hier soir. Le président Macron qui doit s'entretenir avec Vladimir Poutine en fin de journée par téléphone. Il y a également eu un entretien entre Olaf Scholz et le président russe. Aujourd'hui, un entretien qui apparemment ne s'est pas très bien passé, en tout cas qui a été qualifié de dur par Dmitri Peskov. Et dans lequel Vladimir Poutine a fait part au chancelier allemand du fait que les Ukrainiens faisaient traîner les discussions, qu'ils cherchaient à gagner du temps, qu'ils jouaient la montre en quelque sorte, et qu'ils mettaient toujours sur la table des exigences que les Russes jugent irréalistes dans le processus de négociation. Il y a en ce moment même un entretien entre les présidents américains et chinois par visioconférence. La présidence américaine a fait savoir qu'elle allait mettre à profit ce rendez-vous téléphonique pour demander, voire exiger des Chinois qu'ils n'envisagent pas toute forme d'assistance à la Russie, que ce soit assistance économique et a fortiori éventuelle assistance militaire qui avait pu être évoquée la semaine dernière. Que M. Biden allait aussi demander au président chinois de faire pression, c'est les mots qu'il a employés, sur le président russe pour faire changer le comportement de la Russie dans cette crise. Donc, pour l'instant, on s'en tient à cela. Cela dit, le chancelier allemand Scholz a proposé aux pays du G7 de se réunir le 24 mars prochain, la semaine prochaine, en marge d'un sommet de l'OTAN et d'un sommet de l'Union européenne qui se tiendront le même jour et le 25 mars au niveau des chefs d'État et de gouvernement, donc dans plusieurs institutions multilatérales, pour là aussi débattre et discuter de la crise du conflit ukrainien et des conséquences de ce conflit pour ces différentes institutions, G7, OTAN et Union européenne, sachant que M. Scholz, hier, a évoqué le fait que l'arrivée de réfugiés ukrainiens, l'arrivée massive, devenait de plus en plus difficile à gérer pour les pays de l'UE. Je rappelle qu'il y a 3 millions de réfugiés à ce jour, dont 2 millions rien que pour la Pologne, et que cela pose évidemment des problèmes économiques, humanitaires, tout ce qu'on peut évidemment imaginer, et que le président Macron, hier, a rappelé que ce qui se passait sur le volet, j'allais dire,
approvisionnement en céréales qu'on a déjà évoqué là aussi régulièrement dans nos points, allait être probablement entre guillemets, une bombe à retardement. Alors, ce n'est pas les termes qu'il a employés, hein, mais pour la rive sud de la Méditerranée, d'après lui, à l'horizon des 15-18 prochains mois, si les choses ne se changent pas, il y aura des crises très, très graves sur la rive sud de la Méditerranée et au-delà, en raison des perturbations, voire du tarissement des approvisionnements de céréales, notamment en provenance de Russie, mais aussi d'Ukraine. Voilà. Igor, comment les États-Unis peuvent-ils faire pression sur la Chine? Ouais, c'est un mot très très ambitieux, hein, mais ils sont tous les deux interdépendants à plusieurs niveaux. Hein. On connaît la question de la dette, des dettes que les Chinois détiennent, des créances que les Chinois détiennent dans la dette américaine et de la situation d'interdépendance que cela crée. Il y a une pression que les Américains peuvent faire, qui est tout simplement une pression politico-militaire. Ils ont créé ce pacte dans le Pacifique tourné contre la Chine. On peut imaginer des menaces de sanctions prises par les sanctions secondaires, donc adoptées par les Américains, qui pourraient viser plus précisément des entités chinoises. À mon avis, c'est d'ailleurs principalement l'instrument qui est envisagé. Hein. C'est les menaces de sanctions, de rétorsion économique sur les entités chinoises qui se livreraient à, j'allais dire, toujours du commerce assez lucratif avec la Russie, ou voire à du soutien économique et logistique qui pourrait également arriver depuis la Chine et qui pourrait tomber sous le coup de sanctions américaines. Ça veut donc dire que la Chine n'est pas complètement indépendante. Bah, elle l'est, en tout cas, elle est comment dirais-je, elle a plus de marge de manœuvre peut-être que d'autres pays, évidemment, dans ce dossier-là. Puis on a bien vu qu'elle a une position assez particulière, qui est quand même plus affirmée que celle que l'Inde, très clairement. Le président chinois a quand même pris des positions qui, clairement, vont dans le sens d'une sympathie avec la Russie. Hein. Et puis, position très dure à l'égard de l'OTAN, tout comme la Russie, avant le 24 février, elle a pris des positions très tranchées à l'égard de l'AUKUS, hein, en expliquant que c'était une militarisation supplémentaire de la scène Asie-Pacifique. Donc, il y a une très bonne compréhension, mais évidemment, il y a une interdépendance et des connexions financières et économiques qui sont indéniables hein, avec les États-Unis, et donc qui peuvent être interprétées comme une forme de vulnérabilité compte tenu des circonstances actuelles de la crise. Merci Igor. Alors, toujours sur l'affaire d'Ouzbékistan, en fait, on nous dit que l'Ouzbékistan dispose depuis de récentes années, enfin récemment j'imagine, un prêt chinois sans intérêt de 20 milliards de dollars. Donc, près du gouvernement chinois, ce qui je ne sais pas si c'est qui explique la position de l'Ouzbékistan, non, me dit Arnaud, mais en tout cas, il y a une mainmise aussi des Chinois sur l'Ouzbékistan, mais il y a aussi beaucoup d'argent russe en Ouzbékistan, donc l'un doit équilibrer l'autre. On n'a pas beaucoup de questions aujourd'hui, donc si vous voulez poser des questions, c'est le moment ou jamais. Peut-on considérer que la Russie se laisse progressivement enfermer et isoler si la Chine ne l'en détourne pas via un accord avec les États-Unis, une montée en puissance de la zone Yuan? Il est encore prématuré pour juger des futurs équilibres en réalité. Ce qu'on comprend bien, c'est qu'il se passe quelque chose de majeur, de tectonique dans le monde entier en réalité. Alors évidemment sur le théâtre européen, en ex-URSS, dans le triangle Russie, Chine, États-Unis. Pour l'instant, il est difficile de comprendre quelle sera d'abord la trajectoire de la Russie elle-même, ses évolutions intérieures, si les évolutions que l'on perçoit sont durables ou pas, et ça aura évidemment une influence sur son évolution diplomatique. Bon, il paraît assez évident que pour de longues années, les relations entre la Russie et l'Occident seront très dégradées et que par voie de conséquence, la Russie et la Chine vont se rapprocher. Quelles seront les conditions de poursuivre leur rapprochement engagé depuis en réalité 1989, la visite de Gorbatchev à Pékin, ou 1996, la première déclaration de partenariat stratégique. Quelle sera l'ampleur, la nature de ce rapprochement? Encore une fois, c'est difficile à dire aujourd'hui, ça dépend beaucoup de l'évolution sur le terrain en Ukraine, des termes de la paix à venir, parce qu'il y aura une paix, Dieu merci, et du niveau de tension durable entre la Russie et l'Occident. Tout ça, je ne dirais pas que ce sont des vases communicants, mais c'est très lié, évidemment.
faut bien voir qu'il y a deux temporalités. Toute cette activité diplomatique que l'on décrit et cette visioconférence entre Biden et Xi, l'objectif, c'est faire cesser le plus vite possible les affrontements et que les canons se taisent. Ça, c'est la première temporalité. Et dans un deuxième temps, on comprend qu'il y a une temporalité bien plus longue, à moyen voire long terme, qu'évoquait Arnaud, qui est la nature des relations entre la Russie et l'Occident d'une part, et dans quelle mesure la santé de ces relations va influencer ou pas les relations avec la Chine. Donc évidemment, ce sont deux temporalités différentes, et en ce qui concerne le volet économique, et principalement, on va dire, les sanctions, évidemment que dès lors qu'on peut imaginer qu'un cessez-le-feu robuste est établi et qui est donc sous-tendu par un accord de paix viable, qui est un compromis entre les deux, on peut imaginer qu'une partie des sanctions seront occidentales, enfin, européennes d'une part et américaines d'autre, seront probablement levées, pas toutes, mais une partie. Et à l'égard des sanctions américaines, il faut bien voir que Biden, lui, est tenu par un agenda domestique, avec les midterms qui arrivent. Il y a une inflation à plus de 10% aux États-Unis, il a le prix du gallon à la pompe qui a explosé. Et évidemment, il essaye de marquer des points pour son public domestique sur la scène internationale en étant une posture quand même assez dure à l'égard de la Russie, assez exigeante à l'égard de la Chine. Mais on comprend bien que ce n'est pas forcément des choses qui ont, à mon avis, vocation non plus à durer dans le temps, notamment sur l'aspect des sanctions, parce qu'il a besoin de retrouver des marges de manœuvre économiques avec éventuellement du pétrole russe qui revient aux États-Unis pour voilà, donner de l'oxygène à son économie. Nous avons des questions militaires. On ne répond pas aux questions militaires. Mais on nous demande si la Chine, on nous dit, c'est pour toi Igor, mais la Chine a des moyens de pression sur les USA compte tenu qu'ils détiennent une partie importante de leur dette. Et est-ce que ces moyens de pression, les Chinois ne peuvent-ils pas l'utiliser? Oui, mais c'est toujours pareil, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, c'est-à-dire j'ai acheté ta dette, mais si jamais cette dette, ça peut très vite devenir du papier si on décide de rentrer dans des relations conflictuelles et confrontationnelles, et là, on joue à qui perd peur, parce que c'est bien d'avoir de la dette, mais si en face, personne ne rembourse jamais rien, ça va devenir du papier. Donc, les Américains sont contents que les Chinois achètent de leur dette. Les Chinois sont contents d'acheter de la dette américaine parce que c'est du dollar et donc ça reste une monnaie dans laquelle les marchés ont évidemment toujours confiance. Mais parallèlement, ils sont engagés avec les Russes, et pas seulement avec les Russes, dans la dédollarisation de leurs relations économiques. Et alors, on comprend avec les Russes pourquoi, mais pas seulement. On voit un processus de dédollarisation en général qui est à l'œuvre depuis quelques années. Et moi, je pense que cette crise grave aujourd'hui qui arrive va le catalyser parce que quand on voit que les avoirs, enfin que les réserves de la Banque centrale de Russie ont été gelées un peu partout autour de la planète, y compris ce qui était en euros, mais aussi en dollars. Je pense que ça a fait réfléchir plusieurs banques centrales à travers la planète sur le fait de réfléchir à deux fois avant de mettre son or et son argent dans des banques centrales, je ne sais pas moi, à Paris, à Londres, à Washington, parce que ce qui est arrivé aujourd'hui aux Russes peut très bien arriver demain à un autre pays. Et ça, à mon avis, c'est de nature à catalyser cette méfiance, cette réserve à l'égard des institutions tenues, on va dire, par les Américains, le dollar, donc la première d'entre elles, mais aussi à l'égard de ces pratiques de placer des réserves, et notamment son or, dans des banques centrales qui n'hésitent pas, le cas échéant, à les geler. C'est sans précédent ce qui s'est passé, il faut bien comprendre. Une question sur l'audimat des journaux de télévision en Russie. Je ne sais pas si vous le savez, mais et plus spécifiquement Pierre Canal à 21h. Est-ce que vous savez si les audimats sont en hausse ou en baisse? Ce qu'on veut savoir, c'est si les Russes écoutent les journaux. Vous n'avez pas de... Alors, on n'a pas de chiffres particuliers. Il y avait quelques sondages, enfin, depuis... je ne sais pas si la question est liée à l'incident qui a eu lieu en direct l'autre jour. Peut-être. En revanche, il y avait, si ma mémoire est bonne, à l'automne dernier ou à l'été dernier, des sondages qui avaient été faits par Levada, je crois, sur les sources d'information. Et en fait, on constatait une légère évolution, mais que les télévisions restaient quand même très regardées. Je crois que les 2 tiers des Russes le regardaient. Donc, alors, il y a évidemment un très fort clivage générationnel sur la réception de l'information. Mais les chaînes de télévision d'État ou privées restent très regardées et donc l'information qui est diffusée reste, ça continue de peser malgré les évolutions qu'on avait observées.
Mais c'est regardé par les jeunes, par les personnes plus âgées. Les jeunes ne regardent pas la télévision, Non, si j'ai bien non, compris. non, non. Alors, j'ai pas de chiffres sur l'audimat, etc. En revanche, depuis le 24 février, il y a des études qui ont été faites par des entreprises de marketing notamment. Et j'en ai parcouru une récemment qui est très intéressante, qui montre à la fois alors, sur les pratiques informationnelles et sur le degré de confiance que les gens accordent aux médias considérés, que ce soit les journaux, la télé, la radio, les réseaux sociaux. Et depuis le 24 février, on voit que les Russes massivement s'informent auprès de la télé, s'informent même encore plus auprès de la télé qu'avant le 24 février pour suivre les événements. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que le taux de confiance qu'ils font à ce média n'a pas sensiblement évolué. Il reste à peu près le même. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les journaux et pour le papier, ils s'informent très peu auprès des journaux. Par contre, le taux de confiance dans les journaux est très haut. Il reste très haut. Et plus, d'ailleurs, probablement à égalité ou un petit peu moins que la télé, mais c'est intéressant de relever cette différence. Une question concernant l'image de la Russie à l'étranger. Depuis le 24 février, la Russie a perdu la guerre de l'information, au moins en Occident. Sait-on si c'est également le cas dans les autres pays hors Occident? Alors, moi, j'ai eu accès à certaines études sur le Moyen-Orient, c'est une zone que je surveille, où la presse moyen-orientale, qui est très, très diverse, c'est une zone qui est immense, évidemment, mais d'une manière générale, si on devait s'arrêter sur 2-3 points, c'est évidemment une presse d'abord qui n'a pas pris parti de manière aussi tranchée et polarisée qu'on peut l'imaginer, on peut s'y attendre en Occident sur le dossier ou en Russie par rapport à ce dossier ukrainien, évidemment. Premier élément, c'était beaucoup plus nuancé, ou en tout cas beaucoup moins polarisé. Et deuxième élément, parmi ce qui ressort comme thématique, c'est le double, voire le triple standard qui est pointé par cette presse moyen-orientale sur la réaction de l'Occident à l'égard du conflit en Ukraine. Puisque les journaux au Moyen-Orient se sont quand même étonnés qu'il n'y ait pas eu une réaction aussi forte par rapport à ce qui se passe au Yémen, par exemple, ou par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres conflits de la région, où on s'est beaucoup moins indigné, où on a fait la sourde oreille. Bref, c'était évidemment pas le même niveau d'indignation et de choc. Et également, là aussi, double standard, voire triple standard sur comment dirais-je, la réaction des gens par rapport à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Parce qu'on a quand même eu une crise quelques semaines auparavant, alors ce qui n'était pas des réfugiés, mais des migrants, on l'a appelé évidemment, à la frontière de la Pologne. Et là, on a bien vu qu'il y avait une certaine fébrilité à accueillir ces gens qui étaient renvoyés manu militari. Et là, évidemment, on voit à l'inverse une très, très grande compassion et compréhension à l'égard des réfugiés ukrainiens. En tout cas, ça a choqué dans cette partie du monde, où on a compris que les gens n'étaient pas forcément les bienvenus, en tout cas traités de la même manière en fonction de leur provenance. Donc ça, c'est un élément que j'ai relevé, qui était intéressant, me semble-t-il, dans cette presse. Alors, ça n'a pas forcément trait à l'image de la Russie en tant que telle, mais ça a trait, je dirais, par rapport à ce conflit, à un élément remarquable. Oui, je dirais, pour compléter très brièvement ce que vient de dire Igor, il y a évidemment un effet d'optique. Tout le monde ne réagit pas comme l'Occident et n'a pas la même appréciation des événements que nous. Un point qui est passé ce matin, le président sud-africain s'est exprimé aujourd'hui sur les événements en Ukraine et il a attribué la responsabilité de la crise à l'OTAN. On peut juger que c'est insignifiant. En réalité, c'est assez important puisque l'Afrique du Sud fait partie des BRICS et a une voix qui porte sur le continent. Et on sait que le Brésil a plutôt tendance à soutenir la Russie, non? Alors, c'est pas un soutien univoque, mais en tout cas, on se souvient que le président brésilien s'était rendu à Moscou contre l'avis des États-Unis avant le 24 février, mais c'était quand même à la mi-février, et cela avait été interprété de façon négative à l'époque à Washington. D'accord. On a deux questions sur l'attitude des entreprises françaises en Russie et en comparaison des autres entreprises étrangères. En fait, le risque réputationnel et pourquoi les anglo-saxons font plus d'annonces que les Français. En fait, vous vous apercevez d'une chose, c'est bon, les anglo-saxons communiquent toujours beaucoup plus que les entreprises françaises, c'est général, et elles communiquent effectivement sur pas leur départ. Si vous lisez bien les
les communiqués de presse qui sont faits, elle communique sur des fermetures temporaires, elle communique sur un arrêt temporaire, elle communique sur quelque chose qui est toujours temporaire. Et en fait, aujourd'hui, que ce soit les entreprises françaises, américaines, allemandes, puisque c'est ce qu'on cite dans les questions ou autres, les entreprises sont toujours présentes en Russie. L'attitude commune des entreprises, c'est qu'elles n'investissent pas dans de nouveaux projets, mais qu'elles restent présentes. Il faut bien vous rendre compte qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que, il y a une loi qui a été passée qui interdit aux entreprises françaises étrangères de céder leurs actifs, donc elles ne peuvent pas partir comme ça. La seconde, c'est qu'elles ont quand même la responsabilité de tous leurs employés. Donc, elles ne peuvent pas non plus partir et laisser tous leurs employés sans rien leur laisser. Donc, pour l'instant, il y a une attitude à peu près commune de toutes les entreprises étrangères qui est, en fonction du secteur d'activité et en fonction de leur situation, soit d'arrêter temporairement leurs activités, mais toujours en payant les employés. Soit de continuer, bien évidemment, et en maintenant le salaire de leurs salariés. On a une question sur, pouvez-vous faire un point sur l'attitude des autres chambres de commerce internationales suite à votre rencontre de ce matin? Alors, je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire, mais les chambres de commerce internationales sont toutes présentes en Russie et restent en Russie. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Excusez-moi, je descends les questions. Alors, sur les céréales, quelles sont les alternatives de production mondiale liées au déficit de céréales en provenance de la Russie et de l'Ukraine? Je ne sais pas qui veut répondre à ça, Arnaud ou Igor. On sait que les principaux fournisseurs, c'est donc Russie, Ukraine, France, Canada, qui sont des très gros producteurs de céréales. Après, il y a différents types de céréales, mais c'est les principaux pays fournisseurs et exportateurs. Donc, si vous retirez l'Ukraine pour des raisons de zone de combat, et que la Russie, disons, qui va être entravée à cause des sanctions, à cause de la fébrilité de certains marchés, à cause des problèmes de paiement, enfin bref, tout ce qu'on connaît, et forcément, vous allez créer de la tension sur le marché. Premier élément. Deuxième élément, il y a les conditions climatiques. Les céréales, il faut que ça pousse. L'année dernière, il y a eu une très mauvaise récolte, en tout cas en Russie, ce qui a déjà créé en réalité des tensions sur le marché. Je rappelle que la Russie, avant le 24 février, avait posé des droits supplémentaires à payer pour l'exportation de céréales afin de favoriser le marché domestique et l'Union économique eurasiatique. Donc, ça crée déjà un élément de tension. Si on a encore une année 2022 peu propice avec une mauvaise récolte, ça va faire flamber le prix fatalement sur les marchés, et donc ça va avoir des conséquences catastrophiques qu'on peut imaginer, plus celles qu'on n'imagine pas encore. Donc, c'est les 4 principaux fournisseurs. Après, il y a les États-Unis, ils sont aussi, à mon avis, sont aussi un gros producteur, mais ils ne pourront pas se substituer sur certains pays, on l'a dit déjà. Vous avez des pays comme la Tunisie, où Ukraine et Russie, c'est 50% des approvisionnements, l'Algérie, 70% des approvisionnements, c'est Russie et Ukraine, mais je crois que c'est même que Russie d'ailleurs, 70% des approvisionnements. Donc, ce n'est pas des pays qui pourront tout d'un coup se substituer et remplacer en proportion des parts qui vont venir à manquer sur la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est là où on dit qu'il y a un véritable très gros problème à l'horizon de plusieurs mois, mais qui commence déjà à prendre ses racines aujourd'hui. Il y a un problème de prix aussi. Les prix, surtout dans votre région de prédilection, en Méditerranée orientale, le prix de céréales potentiellement importées du Canada ou des États-Unis n'est pas du tout le même que celui qui est importé d'Ukraine ou de Russie. Donc, même à supposer qu'il y ait cette substitution, ça poserait un énorme problème. Sur le yuan, en fait, on nous dit que l'Arabie saoudite vient d'accélérer les accords de coopération avec la Chine en accélérant des échanges valorisés et payables en yuan. Est-ce un indice de consolidation d'un triangle russe-Chine-péninsule arabe? Bon, ça, je ne sais pas, mais c'est un élément qui vient étayer ce que j'expliquais tout à l'heure sur la volonté de certains acteurs de s'immuniser par rapport au dollar et d'éviter d'être attrapés par la patrouille X mois plus tard parce qu'on va leur reprocher d'avoir fait des accords avec telle entité qui est toxique, etc., ou avec tel dirigeant. Enfin, donc voilà, s'immuniser par rapport à ça. Alors après, hors yuan, quand vous voyez les Indiens, par exemple, qui cherchent avec les Russes
à faire du commerce en rouble ou en roupie, ils ont des problèmes d'indexation et de taux de change. Donc, ils cherchent en fait à trouver des méthodes, et une des méthodes évoquées, c'est d'indexer par rapport au yuan. Donc, effectivement, ça tend à montrer que le yuan peut devenir, à moyen terme ou à plus long terme, une monnaie aussi de change, en tout cas un élément d'indexation pour le change. Ça répond à la question justement sur les BRICS et le dollar et les yuan aussi. On nous dit que pour abonder dans ton sens, Arnaud, on observe bien un regain très fort pour la place de Dubaï, facilité d'obtention de la résidence, banque ouverte aux Russes, puis gestion des actifs depuis l'Europe. Donc, les pays du Golfe s'ouvrent apparemment. On a une question. Alors, on nous dit qu'il y a un sommet des BRICS qui est organisé à Samarcande, en Ouzbékistan. Vous en avez entendu parler? Pas d'informations dessus. Bon, pas d'informations précises. Que va faire la Russie avec les paquets de dollars cumulés en provenance des revenus export, avec 80% de rachat des dollars et qui sont parqués à la Banque centrale russe, qui ne servent pas à grand-chose car sujet au clearing des banques américaines? Je passe mon tour, c'est un sujet très technique et je dois admettre ne pas avoir la réponse. D'accord. Une question plus politique pour toi, Arnaud, je pense. Quelle est la marge de manœuvre du président Zelensky en termes de délai pour finaliser un éventuel accord de paix? Autrement dit, as-tu une date? Tout dépend de son appréciation de la situation militaire, sur laquelle, encore une fois, on ne parlera pas pour les raisons que vous devinez, dont on ne parlera pas pour des raisons que vous devinez. Certains à Moscou semblent dire qu'il traîne les pieds, ce qui voudrait dire que Zelensky pense que le temps joue pour lui. D'autres analystes militaires appellent à ne pas, se méfier des effets d'optique et estiment que l'armée russe finalement va atteindre ses objectifs d'ici 8-15 jours. Donc les marges de manœuvre, voilà, tout dépend du calcul, de l'appréciation que fait le président ukrainien lui-même, peut-être aussi du soutien militaire occidental, de son efficacité. Donc, difficile à dire. Moi, intuitivement, je dirais 10-15 jours. Mais encore une fois, ça dépend de ce qui se passe sur le terrain. Alors, le ministre allemand de l'économie aurait déclaré aujourd'hui qu'il faut tout faire pour réduire le pouvoir de Poutine et à terme le détruire. Est-ce que vous avez entendu ça? Je n'ai pas vu passer cette déclaration. Il est clair que les ministres issus du Parti vert en Allemagne font des déclarations qui sont beaucoup plus tranchées, beaucoup plus vives que celles du chancelier Scholz, qui elles-mêmes sont assez dures ces derniers temps. Non. Observe-t-on une tendance de l'opinion russe sur la guerre? Oui, on a vu des sondages dont j'ai parlé au tout début de notre cycle d'intervention qui montraient d'une part un renforcement une hausse du taux de confiance à l'action de Vladimir Poutine, un soutien de l'ordre de 70-75. J'avais émis quelques réserves parce que j'ai eu vent de très nombreux refus. Enfin, des politistes m'ont dit que beaucoup de gens refusaient de répondre. Et ce n'est pas intégré, évidemment, dans le résultat. Donc, à suivre. C'est évidemment une question majeure. La question de l'information et la question de la perception par la société russe sont des éléments majeurs. D'accord. On nous parle d'un blocage imminent de YouTube, mais ça fait une semaine qu'on vit en se réveillant tous les matins, on nous annonce le blocage de telle ou telle chose. Pour l'instant, effectivement, en tout cas, en milieu urbain, les gens utilisent des VPN assez couramment, sachant qu'un certain nombre de VPN commencent à être coupés également. Donc, ce qui est pas mal, c'est quand vous en avez la possibilité, que vous habitez en Russie, de vous abonner à un VPN occidental. Généralement, c'est un forfait de quelques dizaines d'euros par an qui vous permet d'avoir accès à ce VPN toute l'année sur un nombre d'appareils souvent considérable. Y a-t-il des nouvelles sur l'éventuelle classification de Meta, donc Facebook, comme société extrémiste?
Alors, ils ont été classés comme société extrémiste parce que ils avaient enlevé de leur codage Ils avaient démodéré. Oui, ils avaient démodéré en quelque sorte, mais il y avait des appels au meurtre de soldats russes et Facebook avait dit qu'ils allaient laisser passer ça. Donc, c'est devenu une société extrémiste. Donc, on n'a plus accès à Facebook aujourd'hui en Russie. Sauf par VPN. Mais il y a des... Non, j'ai rien de nouveau là-dessus. Non. Selon vous, parmi toutes les sanctions ou autres initiatives économiques prises à l'encontre de la Russie, quelles sont celles qui ont déjà l'impact le plus fort aux yeux de l'opinion publique russe? Aux yeux de l'opinion publique. Mais russe. Peut-être la fin de la distribution des films occidentaux dans les salles de cinéma. Et on a appris aujourd'hui qu'il y va y avoir une initiative pour faire ressortir en salle des films soviétiques, excellents par ailleurs. Mais ça, c'est très visible et c'est immédiat. Alors, je ne sais pas si c'est vécu comme une tragédie, mais ça pose un certain nombre de problèmes, par exemple, aux exploitants de salles de cinéma. Pour ce qui est de l'impact réel, je pense que le gel des réserves, enfin de la moitié des réserves en devises, c'est ça qui pèse le plus. Mais ce n'est pas forcément dans l'opinion publique. Et moi, je dirais que, alors c'est pas forcément une sanction en tant que telle, parce que c'est pas décidé par des États, mais en termes d'initiatives contraignantes, évidemment, tout ce qui est les contraintes liées à Visa, Mastercard, ça, pour les gens, c'est très concret, hein, parce qu'un jour, ils vont dans le bus, ils veulent payer sur leur terminal, dans le bus qui a un terminal VTB, c'est sous sanction, ils veulent payer avec une carte étrangère, ils ne peuvent pas. Et évidemment, l'arrêt des vols et des liaisons aériennes, ça aussi, c'est quelque chose de très, très concret. Mais ça, c'est des initiatives qui ont été prises. En plus, ce n'est pas des sanctions au sens juridique du terme. C'est des choses qui ont été prises par les pays pour les espaces aériens. Et pour Visa Mastercard, ce sont aussi des décisions qui ont été prises, mais qui peuvent être rétroactivement ensuite désactivées assez rapidement, j'imagine. Et encore pour Visa Mastercard, ça concerne effectivement les Russes qui sont à l'étranger, parce que les Russes en Russie continuent d'utiliser normalement leur carte bancaire. C'est ça. On parle beaucoup d'aide pour les réfugiés ukrainiens en Europe, bien évidemment, mais est-il prévu une quelconque aide pour certains réfugiés russes? Ça, je ne pense pas. Je ne crois pas que les Russes soient perçus comme des réfugiés au jour d'aujourd'hui. Alors, il y a en France, j'ai appris hier que le ministère de la Culture allait octroyer des bourses, des aides, enfin un soutien financier aux artistes ukrainiens et russes dissidents, entre guillemets. Donc, voilà un exemple, mais je suis effectivement pas certain que ce soit très répandu. Alors, on nous dit justement au contraire que France Université a annoncé une suspension des relations avec les universités russes et certaines universités apparemment confirment cette attitude. Par contre, Campus France continue à prendre les dossiers des étudiants russes et l'ambassade a leur demande de bourse. Le CNRS aussi dit qu'ils arrêtent, oui. Mais alors que comprendre, nous pose cette personne, les étudiants russes pourront-ils venir en France l'année prochaine pour faire des études, notamment dans le cadre de double diplôme? Je n'en sais rien. Tu as noté cette question, Boris, et on va se renseigner auprès de l'ambassade de France et voir s'il y a un blocage quelconque. Je n'avais pas entendu que France Université avait annoncé une suspension des relations avec les universités russes, donc on va voir. Une question que je ne comprends pas, à part le prix à la pompe et la hausse des prix de certains biens, quels sont les impacts de cette situation aux États-Unis et en Europe? C'est-à-dire que vous parliez le prix à la pompe donc en Europe et aux États-Unis, j'imagine. Pour l'instant, le prix du pétrole à la pompe n'a pas augmenté en Russie. Mais je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Il va y avoir une inflation, forcément. Mais vous dire, si, je crois que j'ai entendu aujourd'hui que la France disait que ça va avoir un impact de 2,5% sur l'inflation. Voilà, mais bon. Et on estime que la croissance allemande sera divisée par 2 du fait de la crise actuelle. En tout cas, c'est ce qui a été dit hier. La Turquie a-t-elle disparu de la scène diplomatique? Non, hier on en a parlé. Avant-hier, le ministre turc des Affaires étrangères, pardonnez-moi, était à Moscou. Hier, il était à Kiev.
Chaque fois, il y a eu des conférences de presse. Il a rencontré donc ses homologues russes et le lendemain ukrainiens. La Turquie continue de jouer sa partition, de se poser comme médiateur potentiel et comme potentiel hôte d'une future réunion, rencontre Poutine-Zelensky, à l'occasion de laquelle un document de paix serait signé. Donc, les Turcs ont encore réaffirmé aujourd'hui à travers le ministre de la Défense d'ailleurs, conserver cette posture de, entre guillemets, non-alignement. L'espace aérien turc est ouvert, la Turquie ne joue pas le jeu des sanctions et qu'elle continue d'œuvrer en faveur d'une médiation et qu'elle souhaite accueillir cette future hypothétique réunion entre Poutine et Zelensky pour mettre un point à cette crise. On nous dit qu'il y a une dizaine de bateaux battant pavillon panaméen dédiés notamment au transport de céréales et environ 150 hommes d'équipage de ces navires que, bloqués en mer Noire, la Turquie empêche le passage du Bosphore, mais pour la sortie. Donc, c'est une information. Alors, les Russes partis de Russie suite à cette crise, d'après Poutine, sont considérés comme des ennemis. Quid des Français qui sont partis et voudraient revenir? Les Français peuvent aujourd'hui, on peut partir et revenir. Alors, on avait une question un petit peu précédemment nous demandant y a-t-il des personnes qui ont des difficultés pour revenir? Alors, on a 3 exemples de personnes qui ont eu des difficultés pour rentrer, enfin des Français qui ont des difficultés pour rentrer, qui ont passé plusieurs heures à la douane avant de pouvoir rentrer. Ce sont 3 cas isolés pour l'instant. Je n'ai pas entendu parler d'autres exemples. Je ne sais pas si autour de moi vous avez entendu parler d'autres exemples. Mais il y a eu 3 personnes qui effectivement ont passé plusieurs heures à la douane avant de pouvoir rentrer. Mais ce sont voilà, des seuls cas que nous ayons, en tout cas qu'on nous a reportés pour l'instant. Pensez-vous que les vols pourraient revenir à une certaine normalité prochainement? Certainement pas avant qu'il y ait un accord de paix, j'imagine. Ouais, je pense aussi. Ouais. Voilà. Par contre, ça sera la chose facile à rétablir. Absolument, je pense que c'est juste pour repartir. On nous dit, ça c'est une affirmation, alors le CICR a une mission en Russie de soutien aux réfugiés du Donbass, c'est vrai? Vous ne savez pas? Ça ne paraît pas aberrant. Oui, ça paraît possible. Bon. Il y a un complément d'information, il y a un lien avec un complément d'information pour France Université, vous pouvez cliquer dessus. Israël a l'air de s'être retiré de la scène comme médiateur, pourquoi? Non, ils ont été très actifs. Il y a encore eu un coup de fil dans la semaine entre le Premier ministre israélien et Vladimir Poutine. Non, ils continuent, mais eux aussi se positionnent comme médiateurs. Ils ont d'autres arguments à faire valoir. Ils n'ont pas exactement la même relation avec les Russes que les Turcs entretiennent avec les Russes, avec les Ukrainiens d'ailleurs. Donc non, je pense que ça continue. Simplement, il y a eu une phase où on a vu beaucoup de choses se passer en public. Maintenant, il y a beaucoup de choses d'autres choses qui se passent, mais en coulisses et qu'on ne voit pas. Mais c'est le principe d'une médiation. Il n'y a pas tout qui est public, sinon ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des choses qui restent confidentielles, et heureusement. Alors, y a-t-il de nouvelles prévisions sur la croissance en Russie pour 2022? Enfin, je crois que ce n'est pas une croissance. Hein. Il y a eu plusieurs chiffres. Bloomberg a publié un chiffre, a eu une fourchette qui irait jusqu'à 35%. D'autres économistes aujourd'hui parlent de 5%. Encore une fois, aujourd'hui, c'est illusoire de faire des pronostics. Il est clair, et Mme Nabioulina en a parlé aujourd'hui, que le prochain trimestre et probablement celui d'après seront en zone de récession. Mais l'ampleur, est-ce que ce sera 5, 10 ou 20%? Ça dépend en réalité de la suite des événements et de la durée de la crise, de la durée des sanctions, en tout cas d'une partie des sanctions, etc. etc. Donc, il est clair qu'il y aura une récession importante en Russie. Son ampleur n'est pas mesurable en l'état actuel de nos connaissances. On n'a plus que quelques questions et on va arrêter. Alors, on nous demande où est le lien de France Université. Il est juste au-dessus et il est fait par Michel Debrenne. Donc, il est une dizaine pas de tweets, mais de messages. Quelle interprétation faire des dernières sanctions sur le gaz? L'export vers l'Union européenne est autorisé, mais le transport, liquéfaction, traitement est sanctionné en Russie. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu ça.
Non, il y a des sanctions, enfin des restrictions qui concernent les transactions avec certaines sociétés d'État, dont Gazprom. Ce qui est sanctuarisé à ce stade, c'est l'achat. Bon. Et il y a des restrictions, effectivement, sur les équipements pour de nouvelles unités de raffinage ou de liquéfaction. Mais à ma connaissance, ce n'est pas la liquéfaction elle-même qui est visée, mais l'exportation de technologies ou d'équipements nécessaires à la construction de nouvelles capacités. Alors, en tout cas, c'est ma compréhension de la chose, mais il faut sans doute vérifier. D'accord. On nous dit que le lien n'est pas visible. On le rend visible là. Alors attendez une minute, on continue, mais vous allez voir le lien. On a entendu parler d'un Français, VKS, qui n'a pas pu rentrer en Russie par voie de terre. Il est resté bloqué 7 jours et a fait demi-tour. Alors quand on rentre par voie de terre, il faut savoir une chose, c'est qu'on est obligé d'être inscrit, comme au temps du Covid, sur des listes du MID, c'est les listes du MVD qui vous autorisent à rentrer. Donc, effectivement, là, ça n'a rien à voir avec un blocage quelconque pour une personne. C'est juste que quand vous rentrez par voie de terre, et c'est important pour les Français de comprendre que lorsqu'ils arrivent par Helsinki, ils sont obligés de prendre le bus puisqu'ils ne peuvent pas prendre le train. Et là, on leur demande d'être inscrits sur les listes du MVD et ils ne pourront pas rentrer s'ils ne sont pas inscrits dessus, en plus d'un test PCR obligatoire. Voilà. Vous avez reçu le lien là par la CCI France-Russie. Y a-t-il toujours des visas au pair délivrés pour les jeunes Russes qui veulent aller en France? En tout cas, l'ambassade de France délivre des visas. En ayant notre conjointe russe, cela n'est pas suffisant pour entrer en Russie par voie terrestre? Non. Il faut avoir des visas. Voilà. C'est les listes MBD que pour les VKS, effectivement, pas pour les VNG. Voilà, donc pas pour les permis de séjour. Mais écoutez, on a plus de questions aujourd'hui. Une chose, on nous a donné une information. Du temps du Covid, le ministère de l'Économie et des Finances avait prévu de faire des prêts garantis pour les sociétés en Afrique à hauteur de 170 millions d'euros, c'est ça, en tout. Et donc, il a été demandé, alors je ne sais pas très bien par qui, mais il a été demandé à ce que les entreprises françaises en Ukraine et en Russie puissent en bénéficier. Donc, on va vous tenir au courant de l'évolution des choses. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais peut-être y aura-t-il pour les entreprises françaises présentes en Ukraine et en Russie une possibilité de bénéficier de taux, de garanties de prêts par le ministère de l'Économie et des Finances en France. Voilà. Pas de briefing durant le week-end, mais Pavel, tu as... Donc, le 25 mars à 10h, une session organisée pour nos membres dédiée aux sanctions et à leurs conséquences pour les entreprises étrangères et russes. Information sur le site. Donc, consultez également notre fil Telegram, CCI France Russie en un seul mot, et posez-nous des questions sur notre hotline@ccfr.ru. Bon week-end, tenez bon et au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Merci encore pour vos messages de soutien et de sympathie. C'est bien d'être avec vous en ces temps difficiles. La CCI France Russie reste à vos côtés. Merci beaucoup. Au revoir.